Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Lauriane Cattelois-Rose, danseuse et professeure de danse. Dès l'âge de 10 ans, elle chorégraphiait déjà ses propres spectacles, guidée par un besoin inné de créer et de partager son univers artistique. Formée au Conservatoire de Boulogne-Billancourt, elle a acquis des bases solides qui continuent de nourrir sa carrière. Elle a ensuite élargi ses horizons aux États-Unis, où elle a découvert des disciplines comme le heels, le contemporary et le street jazz, qui ont transformé sa vision de la danse et enrichi son style personnel. Diplômée d'État en jazz, elle est aujourd'hui professeure de danse et fière de transmettre à ses élèves non seulement des techniques rigoureuses, mais aussi des valeurs essentielles comme la persévérance et la confiance en soi. En 2023, elle a réalisé un rêve en fondant l'Awakening Dance Company, une compagnie où elle explore des thématiques fortes, notamment la figure de la femme et ses multiples facettes. Dans cet épisode, nous parlerons de son parcours, ses motivations, son regard sur l'évolution des styles de danse, ainsi que de sa vision des réseaux sociaux. Salut Lauriane. Salut. Bienvenue dans le podcast. Merci à toi pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là. Merci d'avoir répondu présente. Écoute, pour commencer, petite question habituelle comme tout le monde, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Voilà, ce que je disais en présentation, tu as commencé à créer des chorégraphies et des spectacles à l'âge de 10 ans. Comment cette passion pour la création, elle a influencé aussi ton parcours au conservatoire et au-delà ? Alors oui, comme je te disais, c'est vrai que très jeune, j'ai voulu créer. C'est vrai que c'est pas forcément habituel. Donc moi, j'ai commencé de base la danse en amateur dans une école qui était à côté de chez moi. Donc c'était assez, léger en termes de ce qu'on apprenait, de la rigueur qu'on pouvait nous imposer. Mais il y avait tout de suite quelque chose chez moi qui faisait que j'étais hyper investie là-dedans, que le week-end, je passais mes journées à danser. Et j'avais mes voisines, en fait, qui étaient aussi mes copines à danse. Donc en fait, on était juste en face. Donc on se retrouvait le week-end et on créait des chorés. Et je sais pas pourquoi, je pense que depuis très jeune, j'ai toujours eu l'envie de, quand je fais quelque chose, ça évolue et ça prend de plus en plus d'ampleur. Et je me suis retrouvée à 12 ans à créer un spectacle de 1h30 yes. avec 5 de mes copines. Et mon père du coup m'a soutenue dans ce projet parce qu'il savait que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et encore une fois, on pensait pas que ça prendrait autant d'amplitude. De base, c'était un truc tranquille entre copines et puis on s'est retrouvés à faire un spectacle. Donc voilà, après du coup comme j'ai vu et mon père a vu aussi que la danse ça avait une place importante pour moi, j'ai eu l'envie d'aller au conservatoire pour me former, vraiment aller plus loin et potentiellement peut-être aller dans quelque chose de professionnel, même si à l'époque j'arrivais pas encore à définir si c'était vraiment ce que je voulais parce que c'était un peu j'avais un peu peur de me projeter, on va dire. Donc du coup, j'ai passé tout mon lycée là-bas en sport-études. C'était assez compliqué parce que j'habitais pas à Paris, donc je me faisais les allers-retours, je me levais à 5h30 tous les matins, c'était un rythme de fou. T'étais où à l'époque ? J'étais dans le 95, ligne H à Luzarches. Je pense que du coup tu connais. Donc du coup c'était assez compliqué, mais je pense que cette période m'a forgée mentalement aussi parce que j'ai eu cette détermination de toujours me lever le matin, d'aller à la danse, d'aller au lycée, d'aller au conservatoire, de revenir dans ma ville, de retourner à la danse le soir dans mon école d'enfance. Et après ça, donc il a fallu prendre une décision, est-ce que je continuais ou pas. Pendant longtemps, ça a été un non, parce qu'on en parlera sûrement après, mais ça m'a vraiment dégoûtée de la danse. Le conservatoire, ça a été quelque chose de très compliqué psychologiquement. Donc pendant longtemps, c'était en mode après le lycée, je fais des études, je veux pas me lancer dans cette aventure qui me paraissait complètement inatteignable, complètement c'était inenvisageable pour moi. Et finalement, je pense que cette passion a quand même ressurgi au bon moment. Donc j'ai décidé d'en faire mon métier. Et donc je suis restée 1 an de plus après le bac au conservatoire pour avoir mon diplôme de fin d'études du conservatoire. Et en même temps, c'est là où j'ai commencé à découvrir les nouveaux styles. Je suis rentrée chez Sabrina Lonis, qui m'a vraiment aussi apporté énormément de choses, aussi dans sa pédagogie, dans le côté technique, etc. Et ça m'a donné envie d'aller aux États-Unis parce que ça m'a ouvert vraiment de nouveaux horizons.
Donc je suis partie à Los Angeles, aussi un petit peu à New York. Et là, ça a été vraiment une révélation sur beaucoup de choses. Et après ça, je suis rentrée à Paris au moment du Covid. Donc, période compliquée. Ouais, je pense pour tout le monde. Hein. Voilà, c'est ça. Et c'est notamment aussi par cette période compliquée que je me suis dit que j'allais passer mon DE. C'était une période où il se passait pas grand-chose. Donc j'ai passé 2 ans à passer mon diplôme d'État. On en parlera aussi plus en détail, mais pas non plus des années très faciles. Et là, l'année dernière, récemment, j'ai fait une formation de danse urbaine où je me suis formée aussi à tout ce qui est hip-hop, hip-hop fondation, hip-hop freestyle, parce que j'avais jamais touché à ça. Et je sentais qu'il y avait vraiment un déficit en fait, parce que j'avais tellement fait du classique, du jazz. Académique. Voilà, très académique. Et j'avais besoin de un peu délier tout ça, de sentir des choses différentes. Donc j'ai fait ça pendant 3 mois. Et après, bon, bah voilà, beaucoup de cours open, beaucoup de stages, plein de choses qui m'ont ouvert à de nouveaux profs, de nouvelles pédagogies, nouveaux styles. Parce que je pense qu'on est toujours en train de se former tout le temps. Complètement. Même si t'es pas dans une formation, ton quotidien, il te permet de toujours évoluer. Donc voilà. Ok, beau parcours. Beau, je sais pas, mais en tout cas, c'est mon parcours. C'est ton parcours, voilà. c'est chouette. Non, c'est varié et c'est important, tu vois, même ce que tu disais par rapport au style de danse. La danse, elle évolue. On en reviendra certainement là aussi dans l'épisode, on en parlera, mais tout évolue et en fait, du coup, rien n'est jamais acquis. Et c'est important de continuer d'apprendre. Je reviens sur le conservatoire. Tu disais que tu avais été déçue, mais est-ce que tu as aussi d'autres souvenirs marquants que tu as gardé de ton passage au conservatoire, donc à Boulogne-Billancourt, et comment cette expérience, elle t'a forgé aussi en tant que danseuse, comment elle a forgé ta personnalité? Est-ce que, comme tu disais, ça t'a apporté de la discipline, mais ça t'a apporté aussi je pense, de la détermination, de la rigueur. Donc voilà, qu'est-ce que toi t'en retiens de positif comme négatif? Évidemment, c'est ton expérience. Oui, voilà, c'est ça. C'est sûr que c'est une expérience avec un moment, un instant T, une professeure aussi. En fait, c'est vrai que si on commence par le positif, aujourd'hui, en étant professeur de danse, je réalise à quel point ce que j'ai appris là-bas, c'est précieux. On m'a vraiment transmis des choses très, très claires, très justes. On m'a vraiment donné beaucoup de clés dans ma technique que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément partout. Et je me sens chanceuse d'avoir toutes ces choses qu'aujourd'hui, du coup, je peux transmettre aussi à mes élèves. Et je suis, confiante par rapport à ce que je transmets parce que, je suis certaine que ce qu'on m'a donné c'était juste et ça c'est précieux parce que des fois je trouve que ce côté un peu technique, académique, ça peut se perdre et ça peut vite être un peu des choses pas forcément fausses, mais il y a une subtilité en fait, et cette subtilité franchement je suis tellement reconnaissante de l'avoir eue et voilà, ça m'a, en fait j'ai l'impression, en classique en tout cas, en 2 ans, tout ce que j'ai appris, ça vaut beaucoup plus que, c'est pas que ça vaut beaucoup plus, mais ça a eu beaucoup plus d'impact dans mon corps que ce que j'avais pu faire. J'avais 15 ans quand je suis arrivée, donc j'avais commencé le classique, je sais plus quel âge, je devais avoir 7 ans, quelque chose comme ça. Donc de mes 7 ans à mes 15 ans, j'ai appris moins que de mes 15 ans à mes 17 ans. Donc en 2 ans, ça a révolutionné vraiment mon corps. Parce que c'est plus intensif aussi peut-être. Forcément, c'était tous les jours, donc il y a ça, c'était une rigueur qui était complètement différente. Donc je suis tellement reconnaissante parce que je pense que sans cette étape, j'aurais pas le niveau que j'ai aujourd'hui, techniquement en tout cas, parce que je pense que la technique dans ma danse c'est une force et je la dois à ça. Donc je suis très très reconnaissante pour ça, vraiment. Même si du coup, comme je le disais, ça a été très dur. Pour moi en tout cas, parce que je pense que je suis arrivée à un moment en fait où c'était un peu une période de pas de transition, mais on commençait à arriver dans un âge où il y avait des gens qui avaient un très très bon niveau, donc vers 15 ans, et moi je débarquais de ma campagne, donc j'avais beaucoup de lacunes et de difficultés, et je pense que ce qui a attiré ma prof, c'est que j'avais un physique, tu vois, j'étais fine, j'avais un coup de pied, j'avais un en dehors, donc en fait elle a voulu vraiment miser sur moi, mais moi j'avais beaucoup de lacunes, et en fait elle avait trop d'exigences, et ces exigences elles étaient pas forcément toujours saine et c'était mal amené, c'était des pics, c'était on me rabaissait beaucoup. Donc d'un côté en fait je la remercie parce qu'elle s'est vraiment beaucoup occupée de moi, mais la façon dont elle l'a fait, ça a été très 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 dur à gérer et très lourd et en fait je suis quelqu'un de très sensible et moi je prends beaucoup les choses à cœur et notamment dans la danse, surtout quand t'es jeune, t'as 15 ans, t'es dans l'adolescence, c'est différent maintenant avec l'âge, le recul, tu prends les choses différemment. Bien sûr, et puis la pédagogie elle a aussi évolué entre les années où nos professeurs nous ont peut-être enseigné quelque chose et nous quand on est arrivé là-dedans, donc il y a tout ça aussi, et puis au-delà d'être sensible, pas sensible, il y a des manières de faire et des manières de parler quoi qu'il arrive. C'est ça. Après je pense que c'est aussi un dialogue à avoir avec professeur-élève, mais c'est vrai que quand t'es élève et que t'as 15 ans et que t'as tes professeurs, tu les vois comme des figures et tu leur dois le respect, du coup tu te dis il y a des choses que je peux pas me permettre de leur dire. Non.
Et oui, faut pas non plus se laisser, entre guillemets... faut pas se laisser marcher dessus, quoi qu'il arrive, et ça n'empêche pas, je pense, d'aller quand même voir un professeur et d'aller lui dire, en fait, c'est dur, hein. C'est très, très dur. Enfin, ça me paraît tellement impossible à l'époque. Moi, mais même moi, à l'heure actuelle, je te dis ça, est-ce que ce serait possible de le faire? Mais peut-être qu'en ouvrant le dialogue, ça pourrait permettre à un professeur de se dire, oh mince, ah ouais, là, en fait, je me suis rendu compte, mais peut-être que je t'ai humilié. Mais je pense qu'en fait, il y avait une sorte de volonté aussi à le faire. Enfin, c'est ça aussi qui était dur, c'est que c'était volontaire. Ouais. En fait, là, pour le coup, le discours, voilà. La communication, malheureusement, tu changeras pas. C'est ça. C'était une prof d'ancien temps. Enfin, en fait, moi, je suis arrivée aussi les 2 dernières années de sa carrière de prof, parce qu'après, elle est partie à la retraite au moment où moi, j'ai terminé avec elle. Donc, je pense que c'est compliqué, en fait, de remettre en question ou d'avoir un impact sur ça. Et en vrai, bon, c'est passé, ça a été dur, et franchement, encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de problèmes de confiance en moi par rapport à ça, parce qu'il y a vraiment des phrases, en fait, qui sont restées, qui sont ancrées, des choses, en fait, même qu'elle m'a dit, qui aujourd'hui encore résonnent en mode est-ce que c'est vrai ça, enfin, ça remet beaucoup de choses en question quand t'es jeune et quand justement tu te construis, donc c'est ça aussi. Côté positif, c'est que ça m'a donné un mauvais exemple que je ne veux pas suivre. C'est-à-dire que ça m'a montré à quel point avoir cette attitude, c'est tellement négatif pour les élèves, que je me suis toujours dit, je veux jamais avoir des paroles comme ça. Je suis très exigeante dans mes cours, des fois peut-être un peu trop, parce que du coup cette exigence qu'elle avait, moi je l'ai trouvée très positive. C'est juste la façon de la faire, tu vois. Tu peux être hyper exigeant, tu peux en demander beaucoup parce que tu veux les faire progresser, mais c'est juste, faut pas les rabaisser, faut pas enfin, moi c'était des fois même pas des mots, des fois c'était juste des regards où tu vas passer, elle va te regarder et tu vas sentir le jugement, tu vas sentir la déception, et c'était très très lourd à gérer. Et encore une fois, je pense que on le vit tous différemment. Moi je l'ai vécu parce qu'elle a eu un poids sur moi, une emprise, et j'ai des filles qui étaient avec moi qui l'ont aussi mal vécu, mais parce qu'elles les a pas calculées. C'est-à-dire que t'as un prof tous les jours avec toi, donc c'est vraiment tous les jours, et il y a des filles, et c'est cette question de physique, tu vois, qu'elles calculaient pas, parce que pour elles, comme elles avaient pas le physique, bah du coup en fait ça ne valait pas la peine de prendre du temps pour ces personnes. Donc en fait, mais même ça c'est horrible. Bah oui, c'est horrible, tu vois. Ça c'est horrible. J'ai assisté à ça, tu vois, et j'ai vu, et donc moi je me suis sentie chanceuse parce que je me suis dit, elle s'occupe de moi, mais en même temps, comment elle s'occupait de moi, c'était tellement destructeur. Et je voyais mes copines qui disaient, oui mais regarde, toi elle te corrige, et nous elle nous calcule pas. Donc tu sais, c'était tellement injuste, et enfin ça m'a montré des choses, tu vois, que je veux pas reproduire aujourd'hui. Et moi, enfin le physique ça n'a pas d'importance, c'est la motivation de l'élève, c'est la détermination qui va faire que je vais vraiment essayer de le pousser, et pas s'il correspond à des critères. Et voilà, c'est la danse classique aussi, donc c'est quelque chose qui je pense n'est pas nouveau, mais j'ai vraiment été témoin de beaucoup de choses, et j'étais en mode waouh, c'est lourd, quoi. Et c'est pour ça que je voulais pas être dans le milieu de la danse, parce que pour moi c'était ça la danse, c'était ce côté où t'as besoin d'avoir un physique, t'as besoin de plein de choses, et en fait je me suis rendu compte qu'aujourd'hui pas du tout, en fait. Et alors il y a des choses mais ça a quand même, dans le milieu commercial, beaucoup d'ouverture, ça a beaucoup évolué, beaucoup par rapport à nous, comment en classique on nous mettait des choses enfin moi, tu vois, j'étais quand même très très fine, hein, et je le suis encore, et je devais quand même perdre du poids, tu vois. Alors moi on m'avait déjà dit ça aussi à l'époque, mais ça me touchait pas, parce qu'en fait tellement je savais que c'était faux, parce que j'avais pas de problème avec mon corps, parce que je suis déjà trop fine, je veux limite grossir. Alors et heureusement t'aurais eu de l'anorexie mentale ou des troubles du comportement alimentaire, comme on a déjà pu aborder avec d'autres personnes dans le podcast. On a abordé ces sujets avec Mélissa Fromentin et Yanis Benzineb. Quand toi déjà en plus au niveau de ta santé mentale t'es un peu fragile, et ton rapport au corps qui est un peu, je dirais pas biaisé, mais fragile. Bah quand t'entends ce genre de réflexion, ça peut avoir un impact c'est clair. De ouf. Bah il y a des filles qui étaient dans des problèmes de troubles alimentaires à cause de ça. Enfin, il y avait vraiment des situations où tu sentais qu'il y avait un climat de toxicité, tu vois, dans le cours. Donc c'est pour ça que pour moi j'ai évolué en me disant c'est ça le milieu de la danse, et c'est pour ça que ça me donnait pas envie, et que je me suis dit mais je veux pas vivre là-dedans, parce que c'est pas ça que je veux dans mon quotidien. Donc ça l'est un peu quand même, on peut pas dire que c'est un milieu complètement sain, mais j'ai réussi à déconstruire des choses, et aussi à voir qu'est-ce qui est ok pour moi, qu'est-ce qui l'est pas, et vers quelle personne, quel entourage aussi me tourner. Et ben écoutez, cet épisode commence de manière hyper positive et chaleureuse. Passons directement à tes transmissions et tes valeurs. Voilà. Il y avait aussi après le conservatoire, t'as fait le diplôme d'État. Oui. Quelles leçons t'as tirées de cette formation du diplôme d'État avant de passer aux valeurs, parce que du coup avant d'enseigner t'es passé par le DE, c'est important quand même de le rappeler, ça fait partie de ton parcours. C'était un DE en jazz, c'est ça.
Et le conservatoire, c'était classique? Alors, j'ai fait 2 ans en classique, 2 ans en jazz. Ok, c'est cool. Fait, ouais, c'est ça. J'ai fait 2-2. Okay. Avec 2 fois, enfin, pour que ce soit en classique ou en jazz, des professeurs qui étaient vraiment renommés dans leur discipline. Et c'est pour ça, en fait, que je pense que j'ai aussi cette rigueur de chaque style. Parce qu'ils m'ont transmis des choses vraiment super dans leur discipline. Donc, voilà, c'est pour ça qu'après je suis restée en jazz pour le DE parce que ça me correspondait plus. Et ça a été une révélation notamment d'aller en jazz en mode en fait il n'y a pas que le classique dans la vie. Oui. Et ça m'a fait du bien. C'est cool. Et du coup, quelle leçon t'as tiré de cette formation du DE? Ben, c'est vrai que ça m'a donné pas mal de clés dans mon enseignement parce que c'est vrai que c'est un diplôme qui est essentiel notamment dans tout ce qui va être pour moi l'anatomie. Vraiment ça c'était des choses vraiment très importantes à comprendre pour quand tu vas teacher, avoir vraiment le bon rapport au corps pour pas transmettre des bêtises à tes élèves, pour pas les mettre en danger aussi parce que c'est vrai qu'on a le corps d'enfants ou même de jeunes adultes entre les mains donc faut faire attention. Donc après même si j'ai appris des choses dans le DE, je continue toujours quand même de me former. Je suis abonnée à des plateformes, je sais pas si du coup tu connais Dance Masterclass, que je trouve incroyable parce qu'il y a vraiment tellement de choses. Donc même si j'ai passé mon DE, pour moi ça ne suffit pas. Quand tu veux enseigner, t'as toujours besoin de continuer à apprendre parce que la science évolue, on apprend toujours de nouvelles choses. Donc ça m'a quand même ouvert les portes vers des connaissances qu'aujourd'hui je continue de nourrir. Voilà, même l'histoire de la danse, je trouve que c'est essentiel d'avoir conscience de ce qu'on fait, de savoir d'où on vient, de comprendre aussi voilà, pourquoi tel style est comme ça. Moi ça m'a vraiment passionnée d'apprendre toutes ces choses. Après la pédagogie, bien sûr, comme on pouvait en parler, il y a des choses de l'ancienne méthode que aujourd'hui je me retrouve pas forcément dans ces enseignements, mais je suis contente d'en avoir pris connaissance, même si aujourd'hui je pense qu'il y a des choses que je tire aussi de ce que j'ai pu apprendre aux États-Unis ou de ce que j'apprends dans d'autres cours, mais pour moi c'est quand même un diplôme que je suis contente d'avoir passé parce que je me dis je suis quand même dans mon enseignement avec le max de connaissances et même si c'est quelque chose d'infini, c'est quand même un bon bagage. Complètement. Donc, puis quand t'arrives en cours, c'est aussi important, tu vois, on parlait de l'anatomie, de savoir par où ça passe, de même toi d'avoir des références anatomiques. C'est ça. Alors après, selon l'âge des élèves en face de toi, c'est sûr que quand t'as 4 ans, je pense que si tu lui parles du périnée, je suis pas sûre qu'ils comprennent. C'est clair. Mais d'avoir ces connaissances-là, c'est important aussi. C'est clair. De même d'avoir des références dans le milieu de la danse. Ça peut permettre aussi à tes élèves d'ouvrir une certaine curiosité et de leur dire allez voir les références, allez ouvrez l'esprit, de dire il n'y a pas que moi comme enseignante, il y en a tellement d'autres, il y a plein de styles. Clairement. Tu vois, même dans le Heels, il y a plein de professeurs. T'as des précurseurs du Heels, je pense à Yanis Marshall, mais t'en as d'autres après qui sont arrivés et c'est super, c'est trop bien parce que en fait je pense qu'un style de danse naît aussi de par notre identité et de par notre créativité, de par qui on est. Carrément. Et c'est pour ça aussi qu'un élève il vient certainement pour ça dans nos cours. Mais pour revenir au DE, en tout cas, oui, c'est important quand même d'avoir des bases pour enseigner. Bien sûr. Après, tout le monde n'enseigne pas avec le DE parce que certains ont aussi une grosse expérience professionnelle derrière et ont acquis des connaissances dedans. Mais c'est vrai que pour tout ce qui va être classique, contemporain et jazz, c'est le DE qui prime dans certaines écoles. C'est ça. Et après, dans certains styles, comme le Heels, comme en hip-hop, il n'y a pas de DE. Oui. Donc, je crois que hip-hop, la loi, elle est passée. Ah ouais, du coup, c'est passé. J'ai un doute. Vous me direz dans les commentaires. Non, j'ai un doute sur ça, mais en tout cas, dans certains styles, c'est bien d'avoir un DE quand même pour avoir des connaissances. Et puis je pense, peut-être pour rebondir là-dessus, moi j'ai eu la chance d'être au conservatoire et d'avoir des choses solides, des connaissances solides, mais peut-être que tout le monde n'a pas la chance d'avoir ces connaissances. Et le DE, ça peut vraiment permettre à certaines personnes de se spécifier, de se spécifier dans leur discipline et d'avoir vraiment une approche plus profonde. Donc voilà, je pense que c'est nécessaire si on vient pas forcément d'un conservatoire ou d'une école où on a appris les choses de façon très très profonde, ça va apporter quand même des connaissances importantes. Ouais, et pour accéder au DE, maintenant, il y a deux manières de faire. Tu as l'EAT, donc l'examen d'aptitude technique, que tu peux passer en candidat libre ou le faire en préparation à l'EAT. Et tu as maintenant, quand tu es intermittent du spectacle, des équivalences, des UV que tu acquiers avec tes heures d'intermittence. Mais à côté, tu dois quand même passer la pédagogie. Oui, bien sûr. Pour avoir le DE. Je crois que c'est un peu plus difficile quand même de passer le DE en candidat compliqué, libre. Mais ça se fait aussi. Ça se fait. Et un DE, on n'est pas obligé de le passer à l'âge de 18-20 ans. Non. On peut le repasser plus tard. Un EAT, c'est pareil. Il n'y a pas d'âge pour passer le DE. Donc maintenant t'as le DE, toi aussi. C'est ça. C'est cool. Et donc tu enseignes. Et je reviens sur les valeurs.
Comment tu transmets, toi, tes valeurs comme la persévérance, la confiance en soi, à tes élèves, au-delà de la technique? La technique. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dire aussi à mes élèves par rapport à tout ce qui est progression, c'est que ce qui va vraiment en fait avoir un impact sur ce que tu vas devenir dans ta danse, c'est ton mindset, la façon dont tu es motivé, déterminé, parce que je le vois en fait rien qu'avec déjà mon exemple, quand je suis arrivée dans le milieu commercial, talons, street jazz, contempo, enfin j'avais des bases classiques, solides, jazz, mais en fait c'était tout nouveau pour moi, et quand tu vois mes vidéos à l'ancienne, quand j'ai commencé le talon, c'était catastrophique, vraiment c'était catastrophique, et mais pourtant j'avais tellement envie, parce que c'était tellement, on en parlera après, mais quelque chose qui m'a plu, je me suis tellement donné les moyens, qu'aujourd'hui, le talon c'est devenu, enfin c'est pas mon style principal, mais c'est quand même un des styles que je teach, que je travaille avec Yanis Marshall, enfin c'est pour moi un accomplissement de fou. Donc je leur dis, quand vraiment, si vous aimez ce que vous faites, parce qu'il faut aimer ce qu'on fait, parce que bien évidemment si t'as vraiment envie de progresser dans un style, c'est aussi parce que c'est un style qui te touche. Par exemple, moi j'ai fait une formation hip-hop, ça m'a beaucoup enrichi, mais je pense que je pourrais jamais être aussi forte en hip-hop que je suis en talon, parce que il n'y a pas le même rapport de plaisir. Le talon, c'est vraiment mon identité, ce qui me plaît. Le hip-hop, je sais pourquoi je le fais, parce que ça va m'apporter des choses, mais tu vois, c'est pas le même plaisir. Donc je leur dis, si vraiment déjà vous choisissez quelque chose que vous aimez sincèrement, et que vous vous donnez les moyens en fait de progresser, et je leur dis toujours, pour moi, la progression, c'est aussi la compréhension. Il faut comprendre en fait ce que vous faites. Ça peut être dans les chemins, ça peut être aussi comme dans l'attitude, dans plein de choses. Vous allez pouvoir construire en fait, et le corps se construit, et je pense qu'on est en perpétuelle évolution, et on peut pas voir quelqu'un et lui dire non mais c'est pas possible, tu pourras jamais être bon, c'est pas vrai en fait. Si cette personne s'en donne les moyens et a vraiment la niaque, tu vois, moi je pense qu'on peut aller très très loin, et beaucoup plus que ce qu'on imaginerait. Et il y a plein d'élèves en fait justement que je vois depuis plusieurs années qui grandissent, qui évoluent, et c'est une fierté en fait de les voir éclore. Et moi en tant que professeur, c'est ce que je dis dans mes cours, c'est que il y a des profs pour plein de types de publics, et c'est archi ok, mais moi je leur dis toujours, si vous venez dans mes cours, c'est parce que j'ai envie de vous transmettre la passion de la danse, et parce que je suis vraiment passionnée par ce que je fais, mais c'est aussi pour vous transmettre cette possibilité d'évoluer, et vous venez avec moi dans mes cours en sachant que on va travailler dur, et ce travail dur, c'est honnêtement, donc oui, la technique, mais c'est aussi dans comment tu vas appréhender ton cours. Donc quand je suis dans mes cours, bien sûr on fait travail profondeur technique, etc. Enfin ma barre dans mes cours réguliers, elle peut durer 1 heure, on a 1 heure d'échauffement parce qu'on construit tout. Ouais. Mais à chaque fois je leur dis, on fait ça pour ces raisons-là, en fait, qu'ils comprennent. Par exemple, moi, les abdos, c'est un truc hyper important, parce que je pense que quand t'es danseur, t'as besoin d'être tonique, t'as besoin d'être gainé dans tous les styles. Et genre, je leur dis pas, on fait juste ça d'aujourd'hui, vous avez besoin de votre centre, parce que c'est le centre de votre corps, c'est ça qui va vous donner les énergies, c'est ça qui va vous donner la puissance de rester dans des positions, etc. Donc en fait, j'essaye à chaque fois de leur faire comprendre ce qu'ils font, pour que du coup, ils soient motivés à le faire. Parce que si on te demande de faire quelque chose, mais que tu sais pas à quoi ça sert, t'as pas forcément envie de le faire. Enfin, c'est pas que t'as pas envie, mais c'est que tu vas pas te donner à 100%. Tu donnes pas du sens, du coup, à ce que t'es en train de faire. C'est que ça. Donc, j'essaie toujours de donner du sens, en fait, à ce qu'on fait. Ouais. Et même aussi dans, justement, cette progression dans les valeurs. Avant les vacances, je sais, on a fait un cours spécial mindset. On est resté pendant 2 heures à vraiment parler, échanger, pour aussi soulever des interrogations qu'ils ont, répondre à des questions. Enfin, j'ai cette approche où j'aimerais vraiment aussi qu'à la fin de leur année avec moi, ils aient pas que travailler physiquement, mais qu'ils aient aussi évolué dans leur façon d'appréhender la danse, parce que même s'il y en a qui sont là aussi que pour du loisir, je leur dis, votre niveau en tant que danseur, il n'est pas défini par si vous en faites votre métier ou pas. Vous pouvez très bien être un excellent danseur sans choisir de faire une carrière. T'en as plein. Mais bien sûr. Bien sûr, et en fait, j'ai aussi l'impression qu'il y a cette course à prouver aussi qu'on est un bon danseur, en mode j'ai beaucoup de contrats donc je suis un bon danseur, ou alors j'ai pas beaucoup de contrats, c'est-à-dire que je suis un mauvais danseur, alors que je pense que non, tu peux être un très 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 bon danseur excellent sans avoir fait 1000 choses, parce que peut-être que justement tu utilises ton temps pour te former dans ce que t'aimes, et moi c'est un peu aussi ce que j'ai eu comme expérience, c'est-à-dire que moi j'ai toujours eu mes cours que je donne, je me forme tout le temps, toutes les semaines je m'entraîne, et j'ai pas eu beaucoup de contrats sur le long terme pendant des années, et là cette année le premier vrai job que j'ai eu c'est le contrat avec Yanis, et je me dis mais il y a pas meilleur contrat pour moi qui me correspond plus, et ça me dérange pas d'avoir rien eu en contrat, en tout cas en tant que je veux dire danseuse dans un contrat, tu vois, et je pense que il faut savoir s'écouter aussi, et se dire là je danse, je me forme dans quelque chose qui me plaît, et
c'est pas forcément pour prouver quoi que ce soit, c'est plus parce que ça me passionne, et justement cette passion elle va t'emmener là où tu dois être. Complètement. Donc c'est ce que j'essaye de leur transmettre. C'est très bien. Je reviens sur les Hills. Oui. Ce qui est bien aussi avec les Hills, c'est d'avoir des bases même de jazz et de classique, parce que quand on te demande de faire un tour et que tu sais pas spotter ta tête, c'est clair. Je dirais pas que c'est fini, mais en tout cas, ça va te demander beaucoup plus de travail pour pouvoir réussir certains mouvements techniques en Hills. Donc c'est, encore une fois, ce qu'on disait, c'est toujours bien d'aller voir plein de styles de danse, de s'entraîner même chez soi, si on n'a pas forcément les moyens de se prendre une salle pour danser, ou d'aller prendre régulièrement des cours. Il y a toujours moyen d'apprendre. C'est clair. Et surtout avec soi avant tout aussi. Comment t'arrives à équilibrer, toi, l'exigence technique et l'expression artistique ? Dans mes cours, ouais. Mais c'est vrai que la phrase que je répète tout le temps à mes élèves, c'est que la technique est au service de l'expression. C'est-à-dire que la technique, elle va te permettre en fait d'être conscient de ton corps, de plus avoir besoin de réfléchir quatrième, en dehors, centre, parce que ça va être un automatisme qui va se créer, qui va permettre justement après, dans ta danse, de pouvoir te libérer et d'être dans quelque chose de beaucoup plus dans les sensations. Moi, je reparle toujours de sensations. Je leur dis, les mouvements que vous faites, il faut mettre des intentions. Il faut vraiment que tu sais pourquoi tu fais ce mouvement, parce que ça va. Moi, j'ai toujours un lien aussi entre ce que je vais créer. Ça raconte toujours quelque chose. J'arrive pas à créer quelque chose qui n'a pas de sens. Gratuit. Non, j'arrive pas. La musique que je vais prendre, c'est parce qu'elle va vraiment me toucher. Donc des fois, vraiment, elle va me parler parce que ça a un sens par rapport à ce que je vis, ce que je ressens. Des fois, ça n'a pas forcément un sens, mais du coup, je me dis, c'est pas grave, je me mets dans un personnage, mais j'essaye toujours de créer un univers et de créer une atmosphère en fait dans lequel mon élève, mon danseur va se plonger et va pas juste être dans une exécution, mais va être dans quelque chose d'une expression. Donc je leur dis toujours, votre technique en fait elle va vous servir après à vous libérer. Et donc pour moi les deux fonctionnent ensemble. Tu peux pas faire une choré et être uniquement dans la technique et dans le côté propre sans raconter, sans danser. Je leur dis mais dansez réellement, vivez ce que vous faites, ressentez en fait les mouvements qui parcourent votre corps, sentez vraiment qu'il y a une énergie en fait qui se dégage et pas juste une jambe, un saut, tu vois. Ça va ajouter. Bien sûr, mais ça va pas des épices dans ton plat. Mais exactement. C'est vrai que moi, des fois, quand je vois des danseurs qui sont peut-être pas, entre guillemets, ouf techniquement, et en même temps, c'est quoi être ouf et pas ouf, tu vois, ça veut rien dire, mais qui, au niveau des émotions et au niveau de ce qui dégage, tu les vois kiffer, je me dis, mais en fait, je ne vais regarder que toi. Alors qu'à côté, j'aurais peut-être quelqu'un qui va lever la jambe à l'oreille, je me dirais, waouh, incroyable, elle a une technique de ouf. Mais si je vois quelqu'un s'éclater dans un cours sur le dance floor, je me dis, mais c'est génial, déjà, la personne, elle n'a pas de... Elle est peut-être en train de dépasser le regard et le jugement des autres en étant juste elle-même et en kiffant. Et franchement, je trouve ça génial. Mais c'est ça, en fait, c'est que je leur dis, on va beaucoup plus être touché par quelqu'un qui est sincère aussi dans ce qu'il danse et qui va vraiment se laisser emporter et qui va être libéré, et que juste une performance... Moi, j'adore la technique parce que je viens du classique et je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'impressionnant et de se dépasser aussi, tu vois, de faire des choses que c'est impressionnant. On n'était pas capable de le faire il y a peut-être un mois et là on y arrive. J'adore ce dépassement, mais je leur dis aussi que la technique ça se danse. C'est-à-dire que tu peux faire un tour, mais la façon dont tu vas raconter le bras, le port de bras, c'est pas juste un tour, tu vas aussi mettre une énergie dans ta technique et continuer à faire vivre le mouvement. C'est ça, c'est pas parce que c'est une jambe que tu vas juste faire la jambe, tu peux vraiment aussi mettre des intentions dans les steps techniques. Donc j'essaie toujours d'avoir ce rapport entre il faut être propre, il faut être solide dans ce qu'on fait, il faut être conscient, mais cette conscience après elle va se décupler en rajoutant l'énergie, en rajoutant l'expression, en rajoutant vraiment le plaisir de la danse elle-même. Yes. Tu parlais d'univers artistique. Est-ce que toi, ton passage aux États-Unis, ça a été un petit peu un tournant en fait avec la découverte de styles, comme je disais, contemporary, street jazz, hills. Comment ces expériences, elles ont enrichi ton univers artistique ? Et c'est vrai que ça m'a ouvert à plein de nouvelles facettes en fait de la danse, parce que moi j'étais dans mon conservatoire avec classique, jazz, contemporain, et c'est fou de se dire ça parce que je me dis mais comment c'est possible, j'étais dans une grotte ou quoi, mais à l'époque je croyais qu'il y avait que ça, je savais pas, en fait je sais pas comment c'est possible, mais pourtant je savais qu'il y avait d'autres choses qui existaient. Mais moi je pense savoir pourquoi. C'est qu'à l'époque dans les cours de danse t'avais soit les écoles avec des cours de classique, jazz, contemporain, ou des écoles de hip-hop. C'est-à-dire qu'il y avait pas jamais, je sais pas, je vais pas dire jamais, mais il y avait moins de mixité, parce que c'était très dissocié.
qu'aujourd'hui, au contraire, comme on est dans de la diversité, dans de la mixité, tu peux aller dans une école de danse, avoir un cours de classique, comme avoir un cours de hip-hop, comme avoir... Et c'est trop bien, parce que c'est en train aussi de se répandre en France, même dans les écoles de danse, les MJC, et c'est trop cool, parce que ça donne cet accès aux jeunes danseurs de regarder, il n'y a pas que ou le hip-hop ou les danses académiques. Donc ça, c'est trop cool. C'est clair, mais je pense que t'as raison, c'est ça, parce que je savais que ça existait, le hip-hop, parce que j'avais déjà vu, mais je m'y intéressais pas vraiment, et le contemporary, tout ça, je savais pas, en fait... réellement que ça existait, donc en fait ça m'a fait réaliser que la danse est très 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 riche et qu'en fait on peut trouver quelque chose qui nous correspond vraiment, parce que moi c'est vrai que dans le classique je me retrouvais plus, c'était plus ce qui me faisait vibrer. Le jazz, ça a été cette petite porte, cette petite ouverture de il y a pas que le classique, ça me fait plus plaisir déjà de danser du jazz, mais c'était pas encore vraiment mon identité à moi, donc ça m'a vraiment permis de me découvrir, parce que du coup j'ai essayé plein de choses, et en essayant plein de choses, du coup tu ramènes certains éléments de... Le talon, ça m'a apporté ce côté féminin, sensuel, que aujourd'hui je pense qui est vraiment ce que j'aime profondément. Le contemporary, ce côté expression de soi, liberté, tu vois, quelque chose de beaucoup plus dans les émotions, qui a été aussi à une période de ma vie quelque chose qui était nécessaire, parce que j'étais dans un état après le conservatoire où j'étais pas bien, et ça a été mon moyen d'expression je fais d'air frais. Ouais, voilà, je relie beaucoup moi ma danse à comment je me sens dans ma vie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui le lyrical c'est plus ce qui me fait vibrer. Quand je donne mes cours, justement, je donne du contemporary, on fait un peu de la technique du lyrical, mais mes chorés, elles sont plus comme avant en mode dramatique et tout, parce que je suis plus dramatique dans ma vie, mais tu vois, j'aime toujours le transmettre, j'aime toujours le danser, mais c'est plus aujourd'hui ce que je vais avoir envie de développer, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis tournée vers plus ce qui va être sensuel, talon, parce que c'est, en tant que femme, je pense, qui me correspond plus. Je pense que ça a aussi un lien avec, quand t'es jeune, tu te construis, t'es dans une période un peu tourmentée, et quand tu grandis et que tu commences à t'apaiser, moi en tout cas je suis moins dans ce tourment, et je suis dans quelque chose de beaucoup plus affirmé, ou même tu vois, par rapport aussi à ma confiance en moi, j'ai regagné confiance en moi, et ce côté talon sensuel, c'est aussi quelque chose de confiance, prestance, que j'avais pas avant, et que maintenant du coup même dans ma vie j'ai, et que du coup je vais transmettre aussi et pouvoir placer dans ma danse, donc ouais, ça m'a vraiment permis de, même aussi en termes de pédagogie, d'avoir une autre approche, parce que la pédagogie américaine, elle est complètement différente de celle que moi j'avais pu voir en France, avec beaucoup de bienveillance, avec justement des profs qui parlent beaucoup dans leurs cours. C'est-à-dire qu'il y a des fois, les profs ils vont prendre 10 minutes juste pour parler, et moi j'avais pas ça au conservatoire. C'était vraiment la technique, on parle, on exécute, on travaille, etc., mais on n'échange pas, et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment fait du bien, d'entendre des choses et de réaliser que en fait il n'y a pas qu'une façon de penser, qu'il y en a plein. Bien sûr, et que c'est bien de mettre je parle souvent de curseur, moi, et de degrés aussi dans tes manières de penser. Peut-être qu'un jour tu vas penser ça, et en fait, parce que c'était ton énergie du moment, et demain tu penseras autre chose. Et ça fait pas de toi quelqu'un de complètement paumé dans ta manière de dire et de penser. Ça fait juste, je pense, quelqu'un d'ouvert d'esprit et qui arrive à savoir où est-ce qu'elle met son énergie et sa manière de penser au bon endroit. C'est ça. Donc je pense que ça m'a fait du bien vraiment de partir là-bas, et je suis revenue vraiment complètement rechargée et motivée, inspirée. Donc ouais, c'était vraiment une période très très importante, et il y a ça toujours dans un coin de ma tête, tu vois. C'est pas j'y suis allée, je suis revenue et maintenant non, c'est vraiment toujours là, et c'est pour ça que j'y retourne bientôt. Yes, tu retournes quand? Là, dans un mois là. Tu vas où, à Los Angeles? Ouais, encore, ouais. Trop bien. Du coup, c'est ça qui t'a créé à pousser c'est ça qui t'a poussé à créer ta propre compagnie? Alors, c'est pas ça directement qui m'a poussé à créer ma compagnie. C'est que, comme on en parlait, tu sais, quand j'avais 10 ans, je montais des petits spectacles. Et je sais pas pourquoi, mais pourtant, ça me paraît tellement fou d'avoir pu penser ça dans ma vie, mais quand j'ai fini, parce que j'en ai fait 2 des spectacles comme ça quand j'étais petite, et après le deuxième, c'était déjà beaucoup de travail, donc je m'étais dit là j'arrête, mais dans ma tête, je sais pas pourquoi, il y a eu ce truc de je sais que je referai ça dans ma vie, je sais pas comment, quand, pourquoi, dans quel contexte, mais je me suis dit je sais que je vais refaire ça parce que c'est ça qui me fait vibrer, et je pense aujourd'hui, du coup, maintenant avec le recul, que ce que je faisais du coup à 10 ans, ça prouve vraiment que c'est quelque chose qui est ancré en moi et qui est un désir profond. Donc en fait, rapidement, quand j'ai commencé du coup à créer mon style, développer mon identité, etc., je faisais beaucoup de choré solo, tu vois, pour mes cours, ou même pour des projets vidéo. Et rapidement, j'ai eu envie de faire des choses de groupe, parce que je sais pas, j'aime le groupe, j'aime la cohésion, le partage qu'on a.
Enfin, j'aime bien danser voir seule, aussi mais ta patte sur les autres. Exactement, voir ma matière sur d'autres personnes. Enfin, j'adore danser seule, mais je sais pas, je préfère danser en groupe. Et donc rapidement, j'ai commencé à créer des projets vidéo. Et en fait, je me suis dit, bah en fait, j'ai envie de créer la compagnie parce que j'ai envie de développer plus qu'un projet vidéo. J'ai envie de développer une identité artistique, de développer, comment dire, aussi un groupe de personnes qui me suivent et qui comment dire, qui s'imprègnent aussi de mon travail et qu'on développe quelque chose ensemble. Et comme mon goal, du coup, c'est de faire mon spectacle plus tard, un jour, bah je sais que je commence à aller dans cette direction en mettant un cadre aussi à ça. On en parlera peut-être après, mais aussi par rapport à l'association, au cadre, comment dire, administratif, juridique, ouais. Juridique. Je me suis dit, en fait, il faut mettre tout ça en place parce que si je veux que ça ait lieu et que ça avance, il faut que les choses commencent à se concrétiser. Et même si je montre aussi que je travaille dans ce contexte-là avec mes danseuses, avec ma team, des projets, plus facilement on va me proposer des contrats ou des jobs ou peu importe dans cette esthétique, parce qu'on va se dire, bah elle le fait, elle le propose, donc let's go. On peut pas, enfin ce que je dis toujours aussi à mes danseuses, mes élèves, on peut pas deviner en fait ce que tu sais faire, et c'est pour ça que j'ai toujours eu ce mental d'entrepreneuse de si je veux avoir quelque chose, il faut que je montre que je suis capable de le faire, parce qu'on va pas venir me chercher sur quelque chose où on sait pas en fait. Donc c'est pour ça que j'ai toujours voulu créer des projets, faire plein de choses qui montrent que bah là, regardez ce que je sais faire, ça vous intéresse, bah go. Parce que je pense que pour que les gens te fassent confiance aujourd'hui, c'est pas évident, on est tellement nombreux, il y a tellement de gens talentueux, tu vois, qu'il faut aussi prouver que tu es capable, et en faisant cette compagnie, je me suis dit c'est un premier step vers quelque chose qui vraiment me fait vibrer et qui me tient à cœur. Et j'ai pas eu tort, parce qu'aujourd'hui bah, je suis contente qu'on ait les premiers contrats, qu'on me contacte par rapport à ça, et donc ça avance petit à petit. Trop bien, tu plantes tes graines au fur et à mesure. Exactement, c'est ça. Tu les arroses tranquillement, tu leur donnes ce qu'il faut. C'est ça. Bah, trop bien, je te souhaite le meilleur avec ça. Merci. Fonce, faut foncer, de toute façon faut oser, faut essayer, et si on fait pas, comme tu dis déjà, on peut pas savoir ce qui se passe dans ta tête. Bah oui. Même toi, tu peux pas savoir de quoi t'es capable. Exactement. Et des fois, tu peux être beaucoup plus surprise que ce que t'avais prévu de faire à la base. Des fois, tu dis oui, je vais juste faire un spectacle, ça va apporter ça. Et en fait, tu te dis waouh, mais il t'ouvre plein de portes, t'as plein de choses qui arrivent, et c'est ça qui est magnifique, je pense, dans l'entrepreneuriat artistique, ou quel qu'il soit. Quels sont les messages que tu souhaites faire passer à travers tes créations ? Je sais que tu mets en avant les thématiques fortes comme la complexité et la force de la figure féminine. Voilà, comment tout ça se reflète dans tes créations, et pourquoi t'abordes cette thématique et pourquoi elle te tient à cœur ? Parce que je sais que tu parlais de la confiance en soi, de la sensualité, féminité. Voilà. Alors c'est vrai que bah, du coup, étant une femme, je suis très concernée et investie par rapport à la place qu'on occupe dans la société, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont acquises mais qui ne le sont pas vraiment. Et c'est vrai que dans mon éducation, quand j'étais plus jeune, on m'a beaucoup ouvert au féminisme, à la place de la femme indépendante. Moi, très jeune, enfin tu vois, mes parents ils m'ont fait comprendre que en tant que femme il faut pas être dépendante de quelqu'un, qu'il faut réussir par soi-même, et que c'est pas toujours évident, et en fait je sais pas, naturellement cette figure de la femme, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a beaucoup portée, et donc je relie ça aussi avec ce côté, comme tu dis, féminité, qui peut être aussi quelque chose d'assez complexe, tu vois, dans la société, par rapport à ce que ça peut refléter, par rapport, tu vois, toujours cette notion de la femme qui est libre de son corps, qui est libre d'être sexy, etc. Il y a des fois un côté un peu péjoratif que ça parce peut... qu'en fait, c'est quoi la féminité ? Tu peux être féminine sans forcément être sexy ou quoi que ce soit, et tu peux être masculine tout en étant féminine. Enfin, c'est hyper... c'est encore un autre débat, mais c'est aussi trouver de l'équilibre là-dedans et venir avec... qui tu es et trouver ta féminité dans qui tu es. Ouais, c'est ça. C'est en fait là, pour moi tout ce côté féminité et ce qu'on va dégager en tant que femme, c'est un sujet qui vraiment m'inspire et que du coup dans ma danse je retrouve, parce que moi j'ai ce côté sensuel qui ressort naturellement de moi, et j'avais envie en fait de créer quelque chose aussi par rapport à ça, parce que c'est vrai que j'ai l'impression après, voilà, je sais pas, que c'est pas quelque chose que je vois, et j'ai envie de créer quelque chose qu'on n'a pas vu et revu 1000 fois, et je me suis dit c'est vrai que ce côté ma base classique, jazz, ce côté technique, ou ce côté contemporain, entre guillemets contemporary, et le mêler avec ce côté sensuel,
je l'avais pas vu ça avant. Et donc je me suis dit, c'est ce qui me correspond, naturellement c'est ce qui me vient, donc j'ai envie de développer ça avec les filles, avec ma compagnie. Et là c'est vrai que le message en fait que j'avais envie de porter, donc ça c'est la dernière création qu'on a fait, c'était par rapport à la rivalité féminine, et c'est aussi un sujet qui m'a inspiré, porté, parce que on est dans le milieu de la danse, c'est quelque chose que j'ai ressenti, que je vois, dont je suis témoin, c'est quelque chose qui me touche en fait et qui m'a mais qui m'a affecté plutôt, qui m'a affecté dans ma vie, et j'avais envie, tu vois, de transmettre, de retranscrire ça en montrant que, tu vois, la rivalité aujourd'hui c'est un poids qu'on a dans la société, et je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup lu par rapport à ça, et en fait c'est par rapport à l'historique en fait qu'on a en tant que femme, parce qu'avant on était dépendante des hommes, donc on avait ce truc où on était en compétition avec les autres parce qu'il fallait sortir du lot pour être choisi, etc. Sauf qu'aujourd'hui c'est resté dans les mœurs, alors que pourtant on n'est plus obligé, tu vois, d'être dans cette compétition. Et j'avais envie de montrer que finalement il vaut mieux se souder et se donner de la force entre nous que de se mettre en compétition. Et c'est le sujet que donc j'ai abordé avec la compagnie récemment, et que j'aimerais vraiment en fait créer autour de ça, de cette puissance qu'on a en fait, parce que si on s'allie entre nous, on peut faire des très grandes choses, et on le voit avec tous les droits qu'on a réussi à acquérir et qu'on peut encore acquérir aujourd'hui, parce que c'est un combat qui n'est pas fini. C'est rien acquis quand tu... Enfin, c'est un sujet, mais quand tu vois ce qui se passe dans les pays voisins et pas voisins, ça fait peur, ça fait très peur. Franchement, ça fait peur. C'est ça, et c'est quelque chose qui me tient à cœur de défendre. Et en fait, je pense que la danse, c'est un art, c'est pour aussi... se rallier à des causes, faire passer des messages. Et comme je disais avant dans mes créations, j'ai toujours besoin de mettre du sens à ce que je fais. J'aime pas créer pour créer. Et j'ai envie d'avoir une voix, tu vois, par rapport à cette place qu'on a, et d'avoir vraiment peut-être, tu vois, pouvoir éveiller des mentalités, ou pouvoir, je sais pas, montrer une autre force qu'on peut avoir les femmes, et d'avoir un message peut-être d'espoir, et de, comment dire, dans un engagement, tu vois. Et donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, et que j'ai vraiment envie qu'on puisse porter avec la compagnie. Bah, trop bien. Beau message que je ne peux qu'encourager, parce que c'est merci, c'est gentil. Tu vois, je reste aussi une femme, bien sûr. C'est des causes qui me touchent, donc bien sûr. C'est ça. C'est important de se soutenir, comme tu dis. C'est ça. Quand on est une femme, il y a des défis, mais quand on crée une compagnie, il y en a aussi. Ah bah ça c'est sûr. Tout à l'heure, tu me parlais du statut juridique et de l'association. Voilà, ouais. Tu peux nous en parler un peu plus de cet asso, comment tu les as surmontés, comment tu as créé l'asso, tu me disais avec des amis en off. Voilà, en fait c'est vrai que quand t'es entrepreneur, danseur, tout ça, il y a ce côté administratif qui n'est pas évident, et qui n'est pas ma plus grande qualité. Moi je suis dans le côté très créatif, très, tu vois, j'ai des idées plein la tête, et donc c'est vrai que ce côté administratif très carré, c'est compliqué. Donc c'est vrai que je me suis entourée de personnes qui ont des connaissances, et qui ont pu du coup m'aider à entreprendre les démarches, comprendre, aussi m'avertir sur attention à faire ça de cette façon et pas de celle-là. Donc c'est vrai que ce statut, je l'ai créé, donc j'ai fait une asso, du coup on m'a aidé à bien mettre en place tout ça. Ça n'a pas toujours été évident, mais c'est vrai que c'est un statut qui est pratique aujourd'hui quand t'es une jeune compagnie, parce que tu peux déjà faire des demandes de subventions, tu peux aussi par exemple quand t'as des projets, t'as pas on va dire les taxes que tu vas avoir quand tu es en société, donc quand tu es une compagnie émergente, forcément ça serait hyper délicat de gérer aussi tout ça. Donc je trouvais que c'était le statut le plus pratique et le plus adapté par rapport à ce que nous on fait en tout cas en ce moment pour commencer. Donc j'ai mis ça en place, donc oui, il y a 1 an et demi là, 1 an et demi, 1 an et demi, c'est assez récent, et donc là il y a pas longtemps en plus, du coup j'ai fait ma demande de licence de spectacle pour pouvoir faire les cachets. Donc là j'ai une danseuse chorégraphe, Alizé Hernandez, qui a sa compagnie, qui m'a aussi beaucoup accompagnée, aidée pour comprendre comment faire, parce que c'est pas évident. Donc c'est pour ça, tu vois, ce soutien aussi qu'on peut s'apporter, c'est important. Donc ouais, je suis très reconnaissante des personnes qui m'aident sur toute cette envergure administrative, et c'est vrai que c'est pas évident toujours de comprendre en fait, parce que ça prend du temps en fait de se former aussi à ça, et il faut de la patience, il faut beaucoup de connaissances, donc c'est pas évident. L'administration, t'as beau toi envoyer les choses au bon moment, si on ne donne pas des réponses, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, c'est clair. T'es passé par quel organisme pour créer ton association? Oula, je pense que c'est France. Non attends, par quoi on passe? Tu te souviens ou pas? Je pense, j'ai dû faire une demande d'asso sur un Pogou ou quelque chose comme ça, vraiment la structure
du gouvernement, tu vois. Ok, je mettrai les liens si on verra en off, mais je mettrai les liens dans la description de l'épisode, comme ça, si jamais il y en a qui sont intéressés pour monter une asso. Carrément. Voilà. Ouais, mais c'est vraiment, je pense, les liens officiels. Mais c'est vrai que là, c'était il y a longtemps, donc je me souviens plus exactement. En plus, tout ça, on n'en a pas parlé en off, donc j'étais un peu pris de court. T'inquiète, y a pas de souci. Question surprise. Y a pas de souci. Mais oui, mais j'ai quand même la chance, tu vois, d'avoir des personnes qui m'aident et qui peuvent me guider. Ça, c'est essentiel, je pense. Parce que des fois, tout seul, tu peux être perdu. Et... Bien sûr, c'est important de s'entourer. C'est ça. Et surtout de s'entourer de personnes qui ont des connaissances que toi, t'as pas aussi, tu vois. Et inversement, de pouvoir toi aussi leur rendre à ta manière avec tes connaissances. T'as des inspirations Ah oui, il y a vraiment des gens qui me guident au quotidien, qui m'inspirent vraiment. Et j'ai notamment, en fait, je sais pas, j'ai 4 personnes qui m'inspirent et pour des raisons différentes, on va dire. Là, je sais pas si c'est les danses, il y a pas d'ordre, c'est vraiment juste. Oui, alors c'est pas que dans la danse. Hein. Ah oui, complètement. Pas que dans la danse. Pour moi, les inspirations, déjà, quand on est danseur, faut aussi ouvrir sa vision à d'autres domaines. C'est trop important pour se nourrir. Donc pas que dans la danse forcément. Oui, on va dire déjà dans ce côté, carrière, détermination, inspiration, quelqu'un qui va vraiment entreprendre les choses. Je suis vraiment inspirée par Léna Situation parce que ce qu'elle fait, c'est pas ce que moi je fais, mais je suis vraiment impressionnée et admirative de comment elle entreprend, comment elle gère sa carrière, comment, tu vois, elle a réussi à construire quelque chose, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne. Donc même si, tu vois, je suis pas quelqu'un qui va suivre ses vidéos tout le temps, etc., mais vraiment, voir son ascension, c'est juste hyper inspirant, et ça me guide aussi dans ce côté peut-être aussi influence, réseau, parce que du coup, ça donne envie d'entreprendre, parce que Internet, ça peut être magique de ce côté-là, même si bien sûr on en parlera après, il n'y a pas que des bons côtés. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui me guide, et quand je regarde vraiment son parcours, et ça m'impressionne, et ça me motive à me dire on peut tellement rêver grand, on peut tellement atteindre des choses qu'on pense inatteignables. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui, vraiment, waouh, vraiment, je suis admirative de comment elle gère sa vie. Je rebondis juste, sur Léna, tu vois, moi aussi j'adore ce qu'elle fait, et pour rebondir avec Internet, et pourtant les réseaux sociaux, je vois des trucs passer horribles sur elle, et je me dis, mais comme quoi, de toute façon, quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens qui viendront, et on en reviendra après sur les réseaux, mais c'est important de prendre step back, prendre des recul et tout. C'est clair. Voilà, première inspiration, c'est donc voilà, c'est vraiment au niveau entrepreneuriat, tu vois, ça c'est... Léna, si tu nous écoutes. Voilà, bon, je sais pas, ça ferait énormément plaisir. Oui, c'est clair. Ensuite, on va dire l'artiste qui m'inspire, c'est Tate McRae, parce que en plus, je me reconnais aussi dans ce côté où elle était beaucoup plus dans quelque chose de drama avant, et là, elle est en train de se développer en termes, tu vois, de femme, ce qu'elle dégage aujourd'hui, c'est vraiment, je trouve ça incroyable. Même ses musiques m'inspirent beaucoup, c'est vraiment, quand je la regarde danser, chanter, c'est hyper inspirant, tu vois, vraiment, waouh, vraiment une de mes grandes inspirations, Tate, vraiment, elle est c'est tout ce que j'aime, on va dire. Donc voilà. Ensuite, quelqu'un qui m'inspire beaucoup, et aussi avec qui j'ai, on va dire, travaillé, évolué, c'est Sabrina Lonis, parce que je suis tellement admirative de tout ce qu'elle entreprend, elle gère son école avec ses élèves, tous les cours qu'elle donne. En termes de chorégraphe, elle est incroyable. Tu vois, elle travaille sur plein de choses. C'est quelqu'un de très humain, qui transmet aussi des belles valeurs. Même maintenant, elle est maman, donc elle gère aussi sa vie personnelle. Je trouve que c'est fou comment elle arrive à tout gérer. Ça m'inspire, et ça me donne aussi l'envie et la détermination de me dire on peut tout mêler, on peut vraiment être chorégraphe, prof, maman, donc franchement Sabrina, c'est en plus du coup en ayant été dans ses cours, et en étant été formée aussi par elle, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, donc voilà, merci Sabrina, je sais pas si elle verra ça, mais pour tout ce qu'elle m'apporte et ce qu'elle me donne envie de devenir, tu vois, au quotidien. Donc Sabrina, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup guidée, et Yanis Marshall, forcément, pour tout ce qu'il a créé, toute la discipline qu'il a vraiment mis sur le talon, parce que c'est vrai qu'avant lui, moi je me suis beaucoup renseignée sur l'histoire du talon, et du coup ça a été vraiment codifié par donc Yanis, Aïcha Francis et Daniel Polanco, c'est les 3 pionniers, et je trouve ça fou en fait d'arriver à créer quelque chose, créer un style qui aujourd'hui, je pense, pour nous est, on va dire, dans notre génération, mais qui, je pense, plus tard sera dans l'histoire de la danse. Je pense qu'ils ont vraiment initier quelque chose, créer quelque chose, et ça je trouve ça fou d'avoir un impact comme ça sur la danse. Donc Yanis, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire pour ça, et de toute façon son art, moi ça, c'est vraiment son style, c'est ce qui me touche et ce qui me parle. Donc Yanis, c'est aussi quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et après ma danseuse
préférée, c'était Vidoré, celle qui danse avec Yanis, et c'est pour ça, les deux ensemble, c'est vraiment mon combo parfait, et c'est elle qui m'inspire beaucoup, et je regardais ses vidéos, et je les regarde encore aujourd'hui, mais vraiment en boucle. Les vidéos de Yanis avec Stevie, je les ai vues 50 fois, enfin, et aujourd'hui on me dit aussi que je lui ressemble un peu, tu vois, que dans ma danse, c'est pas un hasard, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui m'a guidée aussi, qui m'inspire. Forcément, ouais. Donc c'est lié, parce qu'en plus tu vois, Stevie elle danse avec Tate aujourd'hui, donc tu vois, tout est corrélé, et je me dis c'est fou quoi, finalement Yanis il était avec Stevie maintenant il est avec Tate, enfin maintenant c'est vraiment 3 personnes qui sont vraiment dans mon top 3, dans mon top 3 quoi, enfin donc voilà pour mes inspirations. Trop bien, belle liste c'est important de s'inspirer, tu vois, c'est important, bien sûr, et j'espère que ces personnes entendront tes paroles et que ça les sais pas si ça ira jusqu'à leurs oreilles, mais en tout cas ça les toucheront. Puis je reviens sur le fait que oui, à force de regarder des vidéos, forcément tu prends un peu la patte, mais parce qu'on est danseur, et en fait je pense que quand t'es danseur, t'observes beaucoup, et on observe aussi beaucoup juste en regardant, et c'est important d'ailleurs de prendre ce temps-là, de se poser, d'observer, non pas pour recopier quoi que ce soit, mais pour s'inspirer, pour comprendre par où passe le mouvement, pour l'énergie, le côté soit performatif, soit technique, soit interprétation. Il y a tellement de choses, donc observer, c'est hyper important. Je reviens sur les réseaux sociaux. Oui. Qui jouent un rôle, je trouve, de plus important dans le monde de la danse, et pas que. Je le dis souvent, Instagram, les réseaux, c'est un CV, et c'est trop bien. Faut s'en servir. On a des moyens de communication à l'heure actuelle qui sont incroyables, et qu'on avait il y a 10 ans, mais dont on ne se servait pas de la même manière. Qui ont évolué aussi, quand même. Qui ont évolué de fou. Il y a 10 ans, Instagram, tu mettais... c'était juste pour mettre des photos. Photos carrées. J'y suis arrivée à ce moment-là, donc tu vois, moi, j'ai suivi toute l'évolution d'Insta, donc je sais très bien que aujourd'hui, si j'étais arrivée avec tous les outils qu'on a, ça aurait été tellement, enfin je sais pas si c'est mieux, mais plus pratique, je dirais. Ouais, et puis TikTok après, et puis du coup ça nous fait aussi développer des connaissances dans le montage, dans ce côté réalisation aussi, enfin je trouve ça, moi j'adore les réseaux sociaux. Comment toi tu les utilises pour promouvoir ton travail et ta compagnie? Mais du coup c'est vrai, comme je disais, ça fait 10 ans en vrai maintenant presque, enfin je suis arrivée vraiment en 2015 sur Insta, façon, enfin 2015 en mode danse, tu vois, parce que j'avais Insta avant en mode perso, mais en 2015 je me souviens que j'ai créé mon compte vraiment dédié à la danse, et je me suis tout de suite dit, je sais pas, j'ai envie de développer une communauté, enfin en fait je postais des photos de danse, et forcément quand tu postes un truc que t'aimes, t'as envie que les gens le voient, donc j'ai eu tout de suite cette envie de faire grandir le compte, etc. Donc j'ai essayé par plein de moyens de grandir ma communauté, etc. Et en fait aujourd'hui je pense que ça m'a donné aussi une force, parce que quand je suis arrivée du coup à la fin du lycée et qu'il fallait prendre une décision, tu vois, en mode est-ce que je fais en médecine, est-ce que je vais en médecine, est-ce que je fais de la danse, le fait d'avoir les réseaux, ça m'a donné une force en mode j'avais quand même une communauté, j'ai quand même construit quelque chose, donc je pars pas de rien, donc je sais pas, j'aurais complètement pu faire ce choix sans ça, mais ça m'a donné une confiance, et je pense qu'aujourd'hui tu vois ça m'apporte aussi ça. Et enfin quand tu es artiste, t'as envie que ton travail soit vu, soit partagé, donc moi ça me fait toujours vraiment plaisir, et je me sens chanceuse de pouvoir partager mon travail, et que les gens s'identifient à mon travail, aiment mon travail, soutiennent mon travail. Donc aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui au quotidien, quand je fais des projets, m'apporte beaucoup de bonheur, parce que je me dis ça va pas dans le néant d'internet, et ça permet d'avoir des avis, des retours, des échanges là-dessus, et ça c'est vraiment hyper précieux. Donc après comment je l'utilise, c'est sûr que il y a toute une stratégie aujourd'hui à adopter, que justement avant il y avait moins. Avant c'était quelque chose de beaucoup plus spontané, et beaucoup moins de réflexion en mode il faut faire ça parce que ça c'est ça. Donc il faut s'adapter, de toute façon c'est comme tout, il faut s'adapter. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Je me faisais une réflexion, pardon je te coupe, ce matin sur la stratégie en prenant mon petit déj. Je me suis dit en fait la stratégie c'est ultra important, même dans ce que tu veux mettre en place, tu vois, quand t'as des rêves et que tu les découpes en objectifs, il faut savoir, toi, avec toi-même, où est-ce que tu mets ton énergie. Moi, c'est souvent comme ça que je pense, et c'est aussi, comme je te disais, quand je fais mes projets, je les fais toujours dans un but où c'est un peu une stratégie, par rapport, je peux montrer que je peux faire ça, et les réseaux, c'est pareil, c'est ton CV, c'est ta carte de visite, enfin, pas ta carte de visite, mais c'est ton portfolio. Donc du coup forcément tu montres ce que tu es capable de faire, et c'est une vitrine qui est hyper importante. Et moi je sais que en vrai, il y a une énorme partie de mes jobs que j'ai eu grâce à ça, parce que les gens m'ont vu et du coup ils ont eu envie de bosser avec moi. Donc en fait moi je dois beaucoup aux réseaux sociaux, même notamment les cours tout simplement. Si tu donnes cours et que
entre guillemets, personne ne te connaît. Donc bien sûr, tu te fais un réseau interne, mais forcément, si t'as une communauté, les gens, ils vont avoir envie de, du coup, vu qu'ils aiment tes chorés, ils ont envie de venir danser avec toi, d'apprendre avec toi. Donc moi, franchement, je sais que les réseaux, c'est quelque chose, je suis extrêmement reconnaissante pour tout ce que ça m'apporte. Et c'est pour ça aussi que je me donne toujours aussi à fond avec ça, parce que je sais que ça a, à mon avis, un impact qui peut être beaucoup plus grand que ce que l'on pense. Complètement. Et que peut-être certaines personnes... n'ont peut-être pas conscience de ce qu'ils seraient capables de faire, parce que moi, je me souviens en fait à l'époque où 2018, moi j'arrive dans le milieu où je suis vraiment nulle à chier, on va pas se mentir, dans le milieu commercial j'étais vraiment j'étais à l'ouest, tu vois, et maintenant j'ai pas honte de le dire que vraiment j'étais paumée, et pourtant je voyais grave des gens qui me suivaient, et moi j'avais ce syndrome de l'imposteur en me disant je suis dans des cours de danse, il y a des danseurs, ils sont 1000 fois plus forts que moi, pourquoi c'est moi qu'on suit, tu vois, enfin en mode ça n'a pas de sens, parce que c'est des gens comme ça qu'on devrait suivre parce qu'ils sont bien meilleurs que moi. Et c'est là où j'ai appris à comprendre que voilà, c'est pas que ça finalement. Et pour moi, c'est pas quand t'es meilleur que tu réussis. Bien sûr, mais moi, je suis complètement d'accord avec toi et c'est aussi ce que je dis à mes élèves et ce que je pense maintenant aussi profondément vu que j'ai vu le résultat de ça, c'est qu'en fait finalement c'est aussi vraiment la détermination que tu mets et en vrai les gens ils disent les réseaux machin, c'est pas que c'est facile mais je pense qu'ils se rendent pas compte vraiment. Il y a du travail derrière, pardon. Ils se rendent pas compte. Derrière, quand tu dois faire de la création de contenu, il y a du travail. C'est énormément de temps de travail, de réflexion. Énormément. C'est énormément. Et en fait, des fois, les gens, ils me disent... ça me fait rire parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont connus dans le milieu de la danse parce qu'ils ont fait des émissions, parce que, je sais pas, tu sais, par des choses qui ont fait qu'on les a connus. Et moi, on me dit, bah, t'as fait quoi pour être connu ? En mode, qu'est-ce que ça a fait en mode comme émission, comme truc ? J'ai rien, je me suis construite toute seule en mode c'est moi avec mes petits bras, mes mains, tu vois, qui a construit ma communauté, mon cerveau bien sûr évidemment, qui a construit tout ça. Et souvent la première question c'est t'as fait quoi, tu vois, j'ai juste bossé et comme je disais ça fait bientôt 10 ans, tu vois, et c'est pour ça que c'est pas quelque chose de facile et les gens se rendent pas compte et ils se disent non mais t'as de la chance. J'ai pas de la chance. Moi j'ai pas de la chance. Je sais pas si c'est des bons frissons que je viens d'avoir mais c'est en fait pour moi ça dire à quelqu'un t'as de la chance ça réduit à néant le travail qui a été fait derrière et je suis d'accord qu'au bout d'un moment il y a un facteur chance qui rentre en jeu mais parce que t'as saisi les opportunités ou tu t'es créé des opportunités et c'est bien ça. D'être pour moi l'opportunisme j'en entends parler c'est pas bien c'est bien encore une fois ça dépend où tu mets le curseur. Voilà, c'est ça. Si c'est toi qui vas te créer tes opportunités c'est génial c'est trop bien et fais-le mais faut pas dire à quelqu'un qu'il a de la chance non parce que justement aujourd'hui je trouve qu'avec les réseaux c'est tellement compliqué que c'est plus trop de la chance. Non si tu veux vraiment réussir à percer entre guillemets il faut vraiment de la stratégie. C'est rare que tu postes un truc maintenant et que ça perce comme ça. Souvent il y a quand même petite réflexion ou tu vois une façon de construire. T'as les hooks, t'as le message que tu passes dans ta création de contenu. La durée de la vidéo. Tu sais que maintenant l'attention d'une personne elle est limitée à 3 secondes. Tu swipes. C'est ça. Et voilà, tout ça, c'est des hooks visuels, des hooks auditifs, des hooks alimentaires, ce que tu veux, il y en a de 10 000 manières. Même faire durer les gens sur la vidéo, tu vois. Durer les gens. L'attente que tu vas créer pour que les gens restent, c'est beaucoup de stratégies maintenant. Moi, je trouve ça fort maintenant de savoir faire ça. Je trouve ça ultra fort. Quand je vois des gens qui moi-même arrivent à me faire rester sur une vidéo, je me dis comment la personne elle a fait. Enfin, et du coup, je sais, j'ai capté, j'ai vu, parce qu'en étant pareil toi depuis aussi, sur les réseaux, tu sais. Plus de 2 ans, même avant ça, quand Instagram est arrivé, mais ça fait plus de 2 ans que je fais de la création de contenu et que je vois, alors je suis peut-être moins active que certaines personnes, mais je regarde H24, et c'est pas je scrolle pour scroller, c'est je regarde derrière les stratégies. Moi aussi, c'est ce que je fais. Et j'adore de me dire, mais putain, gars, dans ta tête, il se passe ça. Et ça, c'est génial. Ils arrivent à te retourner le cerveau, en mode, à te prendre alors que t'étais pas forcément préparé pour ça. Exactement. Et c'est pour ça que, maintenant, aujourd'hui, je trouve que les réseaux, c'est quand même quelque chose où ça nécite vraiment une réflexion. Une forme d'intelligence. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Il y a aussi des inconvénients dans les réseaux. J'en parlais vite fait tout à l'heure avec Léna Situation, mais on va dire que moi je pense que j'ai eu la chance de pas me retrouver face à des haters, tout ça. En vrai, pendant tout mon parcours sur les réseaux, donc ça fait presque 10 ans, j'ai très très rarement reçu des commentaires méchants. Il y en a eu forcément parce qu'il y en a toujours, mais vraiment pas du tout à une grande échelle, et ça j'en suis très reconnaissante parce que je pense qu'en même temps mon contenu va pas forcément susciter la haine parce que la plupart des gens qui me suivent c'est des femmes, des filles qui font de la danse, donc c'est pas des personnes tu vois malveillantes, etc. Après des fois ça peut arriver, tu vois, par exemple là j'ai fait des vidéos qui ont vraiment bien marché récemment et forcément quand tu regardes il y a des commentaires négatifs, mais maintenant moi ça me fait rire, je suis en mode
allez-y, créez le débat, parce que moi, en fait, vos débats... vous faites remonter ma vidéo voilà. dans l'algorithme. ça me touche pas, je le lis même pas, ça m'importe pas. On va dire, moi, plutôt les côtés vraiment, on va dire, négatifs, pour te parler un peu de ce que moi je ressens, c'est que les périodes où vraiment, par exemple, là, le mois de décembre, je me suis vraiment mise en mode... En fait, je me suis dit, le mois de décembre, en termes de job, etc., j'avais moins de choses, en mode, c'était un mois plus calme, et je me suis dit, c'est pas grave, je vais profiter de ce temps plus calme pour me mettre à fond sur vraiment les réseaux, etc. Et j'ai fait un truc fulgurant, c'est que ça faisait 4 ans que c'était pas arrivé. J'ai refait une ascension que j'avais pas faite depuis 4 ans et tout, donc c'est incroyable parce que je me suis mise à fond. Mais me mettre à fond là-dessus, ça m'a enfermée dans ça, et c'est très dur parce que du coup, quand moi quand je suis dans ce schéma, en fait, je pense à ça tout le temps. Je rentre chez moi, je fais que ça. Les heures où il faut être actif, au lieu d'aller à la danse, au lieu de voir mes potes, je suis là-dessus. Et en fait, ça me fige là-dedans. Je te comprends. Et c'est très dur parce que, en fait, je sens que je m'enferme dans ces moments-là. Et donc, c'est pour ça qu'il y a grave des périodes de ma vie où je suis à fond et après je relâche. Parce qu'en fait, je peux pas rester dans ça tout le temps parce que c'est très pesant. Et en plus, t'es dépendant des statistiques. Donc, quand ça marche, t'as un taux de dopamine qui est extrême et que du coup, ça te pousse à faire plus. Et à l'inverse, quand ça marche pas, c'est un sentiment qui est très particulier et j'ai appris à gérer cette frustration, mais c'est quand même particulier. Et donc en fait, moi, quand je suis dans des périodes comme ça, il y a un genre de mal-être qui se crée en moi, vraiment au fond, où je me sens pas moi-même parce que de base, je suis quelqu'un qui est quand même beaucoup dans le fait de pas être genre dans le vice des réseaux, tu vois, et qui a du recul par rapport à ça. Et en fait, je remarque même que ça me met des tocs. D'être focus, parce que quand je suis à fond comme ça sur les réseaux, j'ai des automatismes où j'ai besoin, mais vraiment, mais genre hyper souvent d'aller voir mes stats tout le temps, alors que y a rien qui va évoluer en 5 minutes, mais ça devient tellement une obsession parce que je suis tellement focus là-dessus. Je te comprends. Ça me rassure. Moi, je suis pareil avec le podcast, mais parce que derrière, il y a aussi un enjeu, tu vois. Bien sûr. Quand tu mets autant d'efforts et autant de temps et de travail dans dans ton projet, que ce soit une compagnie, que ce soit un style de danse, que ce soit un podcast, ce que tu veux, t'as envie d'avoir des retours et des retombées. Et toi, nous, nos retombées, en fait, ça va être quoi ? Ça va être des avis, ça va être des commentaires, ça va être les partages, et ça va être aussi pour moi les écoutes et les vues, les statistiques. Ouais, donc forcément que t'es obligé de faire en fonction de ça, parce que du coup, tu vas te dire, ok, donc cette vidéo, pourquoi elle a fait plus de vues ? Qu'est-ce qui a marché dans cette vidéo qui n'a pas marché avant ? Et souvent, tu te rends compte, et là on en parlera sûrement après, que moi, ça me brise le cœur de me rendre compte que les choses vraiment dont je suis fière, les projets dont j'ai passé du temps dessus, de la réflexion, ça nécessite pas beaucoup d'intérêt, je sais pas, mais ça va susciter de l'intérêt, on va dire, parce que je pense que justement le projet que j'ai fait avec la compagnie Rivalescence, aujourd'hui je sais qu'il a énormément d'impact sur mon travail parce que j'ai eu beaucoup d'opportunités grâce à ça, donc il y a un intérêt. Mais par contre, en termes de statistiques, il y a une vidéo qui va durer 10 secondes que j'ai pris 15 minutes à faire, qui va faire 5 millions de vues, alors que mon vrai projet que j'ai passé des mois dessus, ça va pas être pareil. Et donc t'es toujours dans cette frustration je dois créer du contenu putaclic qui va marcher, parce que aujourd'hui, si vraiment je veux évoluer, faire connaître mon vrai travail, je suis obligée de passer par ça. Donc des fois, on en parlait tout à l'heure, je sais que je poste des choses dont je suis pas forcément super fière, tu vois, où je suis pas là en mode waouh, je poste ça, c'est génial, mais je sais qu'il faut le faire parce que c'est ça qui va créer l'engagement, qui va créer le fait qu'il y ait de nouvelles personnes qui vont me voir et qui vont s'abonner. Mais du coup, des fois, je poste et je suis en mode bon. Ouais, alors par contre, je mets juste un bémol et de la demi-mesure. On n'est pas en train de dire qu'il faut faire des choses qui sortent de vos valeurs et pour avoir des likes. Non, mais. Non, bien sûr que non. Voilà, que ça n'ait pas cet impact-là dans la tête des personnes qui vont nous écouter, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, je sais pas. Mais il y a des choses où tu dois t'adapter. Tu dois t'adapter. Mais attention à pas sortir de vos valeurs et à faire des choses que vous regretteriez parce que sur les réseaux, ça reste. C'est ça. Après voilà, quand je dis ça, c'est des trucs, moi j'ai parlé à mes potes, ils me disent mais c'est rien, on s'en fout. Non, c'est rien. Tu vois, mais moi aussi je vois ton contenu, c'est rien. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est juste qu'il y a moins de créativité que ce que t'aimerais qu'il y en ait peut-être. C'est ça, et puis je suis toujours dans une recherche de qualité, je fais toujours des vidéos, enfin tu vois, avec ma compagnie, j'essaie de faire des choses hyper propres, hyper quali. Même mes chorés, quand je les poste, je les ai fait 1000 fois avant pour les faire nickel. Donc en fait, j'ai toujours eu ce truc où j'aime poster quelque chose de fini, de beau. Et là, je poste des trucs où je suis en mode... Bon, c'est pas ça, tu vois, mais encore une fois, je suis pas dans un truc où je suis en dehors de mes valeurs. C'est juste que par rapport à la qualité que ce que je pouvais proposer avant, j'ai accepté qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas la qualité qui va plaire, c'est plus, en fait, le côté divertissement. Yes. Les gens, ils ont besoin d'être divertis sur les réseaux, et justement, si tu postes un truc trop beau, trop parfait,
en fait, ils s'identifient pas à ça. Et on est dans une autre ère. Hein. Maintenant, les gens veulent voir ce qui se passe dans de l'authenticité. Et c'est normal. Après, voilà, il y a authenticité. Encore une fois, c'est toi et tes valeurs. Est-ce que tu as envie de te montrer la tête le matin au réveil ? Il y en a qui le font et c'est super. Et moi, ça me dérange pas de voir ça sur les réseaux. C'est très bien. Mais est-ce que toi, tu as envie de le faire ? Tu vois, Mais c'est marrant qu'on parle de ça parce que je lisais un livre, là, justement, que j'ai fini hier. C'est quoi ? C'est le livre La confiance en soi de Charles Pépin. Ouais. Je sais pas si tu vois. Je l'ai je crois. Ah bah, trop bien. Je l'ai quelque part derrière dans ma bibliothèque. Ah bah voilà, trop bien. Tu l'as lu ou pas encore ? Il y a l'échec, je crois, de Charles Pépin aussi. Ouais, là, j'ai commencé aujourd'hui, justement, celui-là. Ouais, j'ai lu les deux. Bah voilà. Et justement, je lisais ça hier, que en fait, on est dans une ère où, justement, la confiance en soi, ça passe aussi par, comme on disait, l'inspiration, parce que en s'inspirant de d'autres personnes, ça nous donne la force et la confiance de nous oser. Et il disait que c'était triste de voir qu'aujourd'hui, en fait, les gens qui on s'identifie, bah, ce sont plus forcément des gens qu'on va admirer et qu'on va être dans un truc où on a besoin d'être dans quelque chose de simple, tu vois, plutôt que dans quelque chose qui va nous pousser. Et donc, il y a ce rapport où les réseaux, ça a quand même un impact des fois négatif parce qu'on va être dans ce truc de, bah, je regarde des choses, on va dire, assez banales, alors que pourtant, il y a aussi une grande partie des choses que les gens postent qui sont des choses super inspirantes et on passe à côté parce qu'on est dans cette... putaclic, 3 secondes, et les gens s'ils ont pas cette les gens qui vont poster des choses inspirantes, s'ils ont pas cette stratégie de nous faire rester, bah on va passer à côté de ça et c'est dommage. Donc bon, c'est en fait c'est à double tranchant, tu vois, parce que c'est un bel outil, mais c'est aussi, je pense, aujourd'hui quelque chose qui va un peu peut-être parfois réduire la créativité. Ouais, c'est ça, la créativité, et même ça va pas pousser les gens à faire des choses réfléchies, parce qu'il y a aussi ce côté trend, on refait tous la même chose. Et ça donne pas envie de faire quelque chose de nouveau, parce que si tu fais quelque chose de nouveau, les gens s'y intéressent pas, tu vois. Donc, je pense que moi, j'ai réussi avec le recul, la maturité, d'avoir un rapport où j'arrive à vraiment savoir pourquoi j'y suis, les enjeux, vraiment le poids que ça peut avoir dans le côté positif, et à me détacher, avoir un recul sur le négatif. On parle aussi de, tu vois, les statistiques. Moi, pendant longtemps, justement, c'est pour ça que là, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé, mes statistiques, elles faisaient que descendre. Tous les jours, je perdais des abonnés. Un vrai impact. Ça, c'est super dur. Et ça faisait 4 ans que c'était comme ça, donc maintenant, à un bon moment, tu arrêtes d'être mal, parce que sinon, tu es mal tout le temps, tu vois. Mais il y avait aussi ce truc où c'est un poids, tu vois. Tu peux être en mode, qu'est-ce que ça veut dire ? Les gens n'aiment pas ce que je fais, les gens ne m'aiment pas, qu'est-ce qui ne va pas ? Le truc, c'est qu'après, ça vient vraiment avoir un impact sur ta santé mentale. Exactement. Tu cogites. Exactement. Et donc ça l'a eu pendant quelques temps, parce que au moment où ça commence à descendre, tu te dis pourquoi, et après tu te rends compte que c'est pas ça, c'est aussi comme on parle, la stratégie, plein de choses. Et c'est pour ça que là ça m'a fait plaisir, parce que du coup en un mois de temps, du coup en décembre, j'ai regagné ce que j'ai perdu genre en 2 ans, tu vois. Donc je suis en mode bon, si tu te donnes les moyens, si t'es déter, en fait c'est bon, tu peux te ressaisir. Parce que moi j'étais à un moment, je te jure, il y a encore en novembre, enfin avant de commencer vraiment à me donner là en décembre, j'étais en mode, moi je pense que mon Insta il est mort, maintenant il faut que je donne tout sur TikTok, parce que c'est ce levier là qui va me permettre d'augmenter. Mon Insta, ça y est, c'est fini là. En fait mon algorithme il est vraiment foutu, ça sert à rien. Je pense que l'algorithme a changé, donc c'est aussi pour ça que ça a évolué. Que changer. Là il a encore changé l'algorithme. Voilà, c'est ça. Mais ça m'a donné de l'espoir, en mode, en fait, encore une fois, avec le travail, ça peut payer. Yes. Et ben, je pense que c'est un beau mot pour nous amener vers la fin de l'épisode. Exactement. Et ben écoute, quels sont tes projets futurs, rêves ou tes objectifs à long terme pour toi en tant que danseuse, ou l'Awakening Dance Company? Bah alors, comme je le disais un petit peu, je pense qu'un de mes goals vraiment à long terme, c'est de monter mon spectacle, tu vois. Donc je sais pas encore sous quelle forme, parce que c'est vrai que de base j'étais partie en mode un peu spectacle contemporain, sensuel, etc. Et puis je suis en train de me demander pourquoi pas quelque chose plutôt cabaret, tu vois. Enfin, il faut que je réfléchisse encore à la tournure que ça va prendre, mais j'ai envie en tout cas de créer quelque chose de comment dire, de physique, tu vois, pas que de la vidéo, parce que même si j'adore les projets vidéo, j'ai envie de créer quelque chose de scène en fait. Après voilà, bien évidemment continuer à développer la compagnie, donc pareil, la projet vidéo, là je suis contente, on va travailler avec une marque, donc pouvoir commencer aussi à collaborer aussi dans ce contexte là, c'est un début là, donc j'espère que ça va pouvoir se développer. Et vraiment je pense que mon objectif, moi, numéro 1, c'est ma compagnie, donc sous diverses formes. Après en tant que danseuse, bah là du coup je suis contente, parce que vraiment le cabaret de Yanis, moi c'est ce qui me correspond. Et honnêtement, à Paris, il n'y a pas d'autre chose qui me attire plus que ça, en tout cas aujourd'hui. Peut-être qu'il y en aura à l'avenir. Donc je suis contente. Donc avancer avec ce cabaret, parce que du coup, pareil, il y a des objectifs, tu vois. Eux, ils veulent aussi évoluer, donc évoluer avec ça.
peut-être trouver un autre job de danseuse qui me correspond, mais en fait là comme j'ai trouvé vraiment quelque chose qui me plaît, je suis moins dans ce truc où il faut que je trouve un contrat, tu vois, je me dis j'ai ça, c'est fixe, ça me plaît, ça m'épanouit, ça m'apprend, et en même temps ça me laisse le temps de développer la compagnie, Exactement. De donner mes cours, donc voilà, continuer toujours à me former, à progresser dans mon apprentissage de professeur, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Parce que voilà, en fait ma vie est rythmée par le fait de vouloir évoluer dans tout, dans mon art, dans ma pédagogie, dans le côté administratif, tu vois, essayer de faire évoluer la compagnie et tout ça, donc je sais pas en fait à chaque fois où est-ce que je vais finir, et je suis aussi contente de pas savoir, parce qu'il y a des choses que j'aurais pas imaginées aujourd'hui qui sont là, donc je me dis, je sais que le spectacle c'est quelque chose qui me guide, parce que c'est vraiment quelque chose que je veux vraiment, tu vois, mettre en place, mais après le reste je suis ouverte à toutes les possibilités qui peuvent arriver, et c'est ça la beauté de notre métier, c'est qu'on est toujours dans l'incertain, mais l'incertain ça a une force aussi, tu vois, de se dire mais qu'est-ce qui m'attend, et de te pousser à avancer, progresser en mode on sait pas ce qui m'attend, donc il faut que je me donne à 200%, tu vois, pour aller dans un projet, un endroit où en fait j'aurais jamais osé rêver ça un jour, et c'est ça que j'aime dans mon travail, cet incertain qui est à la fois un peu effrayant et en même temps motivant, et en même temps complètement incroyable. Trop bien. Voilà, je sais pas si t'as d'autres questions. Si, quel conseil tu donnerais à des jeunes danseurs? Alors je vois que mes caméras, y en a une qui va pas tarder à s'éteindre, et qui a chaud apparemment, donc on va faire ça rapidement. On va malheureusement clôturer l'épisode un peu de manière rapide, mais quel conseil tu donnerais toi à des jeunes danseurs qui doutent d'eux-mêmes ou qui rencontrent des obstacles sur leur chemin? Ou un message même, quelque chose que tu veux dire. Je pense sincèrement, honnêtement, c'est de croire en soi avant tout, parce que moi je sais que quand j'ai commencé dans le milieu commercial, que j'étais perdue, en fait mon père m'a donné la force, et c'est important aussi d'avoir un entourage. Il m'a dit je sais que peut-être aujourd'hui là t'as pas le niveau que tu aimerais, mais je crois en ta capacité à te donner les moyens d'avancer, et il me dit je sais que peu importe ce que tu feras, que tu fasses des études de médecine, que tu fasses de la danse, que tu fasses de la com, tu vas réussir, parce que tu as une force en toi qui va te donner envie, et surtout la détermination d'atteindre tes objectifs. Donc je pense avant tout, en fait même pour des danseurs ou même pour des gens dans n'importe quel domaine, quand ils ont une passion, il faut croire en sa passion, parce que c'est ça qui va les guider. Et moi, pourquoi mon père croyait en moi dans la danse? Parce qu'il voyait la passion profonde que j'avais pour ça, et il s'est dit mais cette passion elle peut que avoir un élan, tu vois, de détermination, de motivation. Donc croyez en votre passion au fond de vous, et du coup donnez-vous les moyens, parce qu'il faut aussi se donner les moyens, il faut se travailler. Bien sûr. Oui, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui voient le résultat, et ils voient mon progrès, et qui disent ok je peux le faire. Vous pouvez le faire, tu peux, mais derrière maintenant, j'ai vraiment beaucoup travaillé, plus que certains, parce que je partais de plus loin, tu vois, mais je pense qu'il faut vraiment se dire que tout travail paye, vraiment tout travail paye. Je suis d'accord avec toi, est possible. Tout est possible, mais vraiment il faut se donner les moyens, vraiment, parce que c'est facile de dire le travail paye, mais travailler vraiment, et des fois les gens se rendent pas compte de l'envergure que ça représente. Il faut pas avoir peur, et justement il faut prendre ce travail comme, moi je le dis toujours aussi à mes élèves, c'est pas le résultat, c'est le chemin, parce que c'est en fait tout le trajet qui va t'emmener vers ton résultat, et en réalité le résultat est jamais fixe, parce qu'il continuera toujours d'évoluer, et t'as besoin d'apprécier le process. Si t'apprécies pas le process, en fait, pourquoi tu fais ça? Parce que c'est ce process aussi qui va t'enrichir, et qui va faire que quand tu vas arriver à l'endroit où tu dois être, tu seras capable d'en assumer les responsabilités, etc. Donc je pense, croyez en vous, travaillez et aimez vraiment le processus, tu vois, et entourez-vous, je pense, des bonnes personnes, c'est important. On n'en a pas trop parlé, mais je pense que c'est aussi important. Ouais, ça on en parle dans beaucoup d'autres épisodes aussi, et entourez-vous vraiment de bonnes personnes. Déjà, entourez-vous de vous-même. Oui, bien sûr. Parce qu'en étant vous-même aussi une bonne personne, parce que je pense qu'on attire ce qu'on dégage. Exactement. Donc c'est encore un autre sujet que vous retrouverez dans d'autres épisodes. Exactement. J'ai un dernier petit jeu. Oui. Avant que ma caméra s'éteigne, c'est un peu stressant. Mais ça le sera encore plus pour toi. Donc c'est pas un jeu que j'ai inventé, c'est Combini, donc c'est le Fast and Curious que j'ai repris dans la danse. Donc t'es prête? On est parti. Carrément. J'ai peur. T'as droit à un joker. Ok. Danseuse ou enseignante? Danseuse. Conservatoire ou formation au diplôme d'état? Conservatoire. Hills ou contemporain? Hills. Réseaux sociaux ou vie réelle? Vie réelle quand même. Trend ou projet personnel? Projet personnel. Contemporain ou street jazz? Contemporain. La France ou les USA? En vrai, je préfère quand même la France pour tout ce qu'on a ici. Ok. Santé mentale ou santé physique? Santé mentale. Confiance en soi ou détermination? Détermination. Échouer ou réussir? Échouer.
Voilà, c'est tout. Ok. Ça va, c'était pas si difficile. Non, ça va, ça a été. Bah écoute, merci beaucoup Lauriane. Merci pour à ces toi. 1h15 à mes côtés. Voilà, on a bien parlé. Je me dis que c'est la caméra qui nous arrête parce que sinon on aurait continué. Carrément. Voilà, ça me dérange pas de continuer. Et je te souhaite le meilleur pour ta compagnie, merci. pour les réseaux, pour tout ce que tu développes. Et voilà, pour tout ce que tu mets en place, pour la femme, pour toi-même. Voilà. Merci, et puis à toi aussi pour le podcast. Vraiment, c'est trop bien de pouvoir nous donner la parole, tu vois, et d'échanger, parce que la danse, c'est un sport, c'est un art, mais c'est aussi quelque chose de, comme on parle de mindset, de être bien, être épanoui, donc donner la parole à des personnes qui peuvent inspirer d'autres, je trouve que c'est super important. Complètement. Moi, je pense que la danse, c'est un gros marché, et ça sera d'évoluer, et on entendra parler de nous encore dans les prochaines années. Bien sûr. Voilà. Donc tous ceux qui sont dans la danse ou qui ont un attrait à la danse, foncez. Parce qu'il y a quelque chose de beau à y faire là-dedans. C'est clair. Et même des gens passionnés qui sont dans un autre domaine, tu vois, ça peut les inspirer aussi pour leur passion à eux. Complètement. Merci beaucoup Lauriane. Merci. Bye bye. Ciao. Bisous.